Bonjour et bienvenue à tous à cette 10e anniversaire du programme d'adaptation PA. Bienvenue aussi à ceux et celles qui nous suivent à partir de la plateforme Zoom. Merci de vous être inscrits à cet événement qui est l'occasion de faire le point sur nos rapports avec les changements climatiques, mais aussi de rappeler qui étaient les acteurs de cette initiative-là dans les premières heures et comment le projet a évolué depuis. Tout d'abord, quelques petites questions d'intendance. Je vous rappelle que la session ici au centre de congrès est enregistrée. Les caméras sont à l'arrière et vont filmer de ce côté-ci. Donc, si vous ne voulez pas être dans le champ de la caméra, vous êtes conscient, on va vous voir de dos, là, tout simplement. Le port du masque est exigé si vous devez circuler. Vous pouvez retirer votre masque lorsque vous êtes assis, il n'y a pas de problème. Et d'abord qu'on respecte la distanciation physique, bien entendu. Pour la pause, le masque est de mise jusqu'au moment où vous pouvez respecter les distances pour manger ou boire. Okay? Au programme, on va tout d'abord faire une petite mise en contexte de Valorès, puis le lien qui existe entre Valorès et le projet Adaptation PA, pour ensuite donner parole à nos panélistes et puis passer à des questions formulées par l'auditoire. En deuxième partie, après une petite pause, Manuel Arcès et Frédéric Haché, qui sont chargés de projet chez Valorès, vont vous parler, vont faire un survol des plus récents projets en cours et des efforts de communication qui ont été réalisés auprès du public dans ce projet-là. Avant d'inviter le directeur général de Valorès, Daniel Blanchard, à vous dire quelques mots, permettez-moi de vous présenter un bref vidéo de 2 minutes pour situer Valorès. Messieurs de la technique. Valorès est un institut de recherche situé au nord-est du Nouveau-Brunswick, dans une région de ressources naturelles. Alors que sur mer, la région a bâti une flotte de pêche moderne et spécialisée, sur terre, un écosystème naturel de tourbières est devenu un pôle de croissance dynamique au service des secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. La culture de petits fruits sauvages a également évolué rapidement au cours des dernières années. La présence de ces secteurs économiques nécessite un soutien scientifique non seulement pour tout ce qui touche la salubrité alimentaire, mais aussi pour de meilleurs outils et pour des méthodes de cueillette responsables plus efficaces. Institut de recherche indépendant, Valorès s'intéresse à l'utilisation durable des ressources au travers de l'aquaculture, des produits marins, des tourbières et de la qualité des sols, tous des secteurs liés à l'indépendance alimentaire. L'Institut de recherche propose également des solutions et de l'accompagnement tant à l'industrie qu'aux communautés pour faire face aux défis provoqués par les changements climatiques en zone côtière. Doté de laboratoires, de chercheurs et d'instruments de recherche, situé stratégiquement au cœur d'un parc industriel maritime et d'une zone universitaire et collégiale, Valorès offre un soutien scientifique spécialisé, adapté à la région, tout en étant ouvert à l'international. Analyse, caractérisation de produits, recherche sur le rendement, développement de pratiques durables, Valorès offre des compétences qui contribuent à une meilleure utilisation de la ressource. Enfin, Valorès est un pôle d'innovation qui maintient en région de jeunes scientifiques dont les talents sont précieux tant pour l'industrie que pour les communautés qui les hébergent. Valorès valorise les ressources en mettant la science au travail. Alors, voilà la présentation de Valorès. Il me fait plaisir de vous présenter le directeur général de Valorès, M. Daniel Blanchard. Merci, Robert. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir, un grand plaisir à l'équipe de Valorès de vous accueillir pour cet événement. Je peux remarquer ici aussi qu'il y a des visages connus qui ont beaucoup participé à cette adaptation-là de la péninsule acadienne, puis c'est vraiment intéressant à ce projet-là. Je peux remarquer ici des villages, c'est ça. La nature, comment la protéger? Comment s'adapter aux changements qu'elle subit? Comment mieux utiliser et protéger les ressources?
et comment on peut contribuer à conserver les écosystèmes qui l'habitent. Tous ces comment ont tous un lien direct avec les changements climatiques. 10 ans passés, le public prenait conscience que les changements climatiques n'étaient pas un hockey temporaire de la nature, mais plutôt une tendance lourde qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Une tendance lourde qui va demander à tous et chacun de fournir un effort pour minimiser l'impact des changements climatiques pour les générations futures. Il est important aujourd'hui pour Valorez de situer qui sont les architectes et les ouvriers qui ont mis en place ce projet d'adaptation PA. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a été réalisé en cours de route et que réserve l'avenir? Il est important aujourd'hui pour Valorez. Si Valorez ne peut prétendre à la paternité de cette initiative, elle y a tout de même mis une contribution scientifique significative et assuré une certaine continuité par son accompagnement avec le soutien important des partenaires, tels que le Fonds de fiducie pour l'environnement, de plusieurs autorités municipales de la région, de collaborateurs experts et vous, la communauté qui avez participé aux activités entourant les démarches d'adaptation PA. Ce projet a demandé et demandera la participation de tous pour sa réussite et sa continuité. Cette collaboration est un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous concertons nos efforts. Ce projet d'adaptation PA nous appartient et nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé et de ce qui sera réalisé dans le futur. Pour terminer, merci à tous ceux qui ont joué un rôle de près ou de loin à la réussite de ce beau projet et merci à l'avance à tous ceux qui permettront sa continuité. Je vous souhaite un bel événement à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Blanchard. Le projet Adaptation PA a donc maintenant 10 ans. Voici en quelques minutes en quoi consiste le projet. Ça va nous servir de rappel aussi. Messieurs? Il fait bon vivre sur les côtes de la péninsule acadienne. Vivre au bord de la mer présente toutefois certains risques. Du jour au lendemain, notre quotidien peut être bouleversé par des événements météo. Des tempêtes comme celles de janvier 2000 et de décembre 2010 causent des dommages aux infrastructures côtières, rendent des sections de route impraticables et forcent l'évacuation de citoyens. Avec la hausse du niveau marin, des événements de ce genre se produiront de plus en plus souvent. Depuis 1973, le niveau de la mer a augmenté de 10 cm et d'ici 2100, nous observerons une augmentation de 70 cm supplémentaires. Les secteurs de la péninsule seront donc inondés plus souvent, causant encore plus de dommages à nos habitations et à nos routes. Le risque est énorme. Il y a près d'une chance sur deux qu'un phénomène du genre s'abatte sur la péninsule acadienne au moins une fois au cours des 30 prochaines années, touchant de plus en plus des communautés qui n'ont encore jamais été affectées. La solution? S'adapter pour continuer à vivre en sécurité chez nous. Nous travaillons sur un plan d'adaptation pour la péninsule acadienne pour réduire les risques d'inondation et d'érosion. Le travail qui a été fait jusqu'à présent est présenté sur le site Internet du projet. Le site est fait de façon à ce que tout le monde puisse le consulter. Il y a des informations sur les zones à risque et sur des choses que les gens peuvent faire chez eux. L'adaptation concerne tout le monde. Connaissez les risques et préparez-vous. Consultez le site Internet et la page Facebook du projet Adaptation PA pour obtenir de l'information sur les enjeux de la région et en apprendre plus sur ce que vous pouvez faire. Que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, nous pouvons tous passer à l'action afin d'assurer le bien-être de nos communautés. Alors voilà, c'était le projet Adaptation PA, juste pour vous permettre de vous situer entre Valorez et ce projet-là. Il me fait donc plaisir d'accueillir et de vous présenter notre panel qui va nous rappeler tout d'abord l'origine du programme Adaptation PA, ce qu'on voulait accomplir, quel bilan on peut faire de cette initiative et des perspectives d'avenir. Le thème, causes, perspectives et conséquences, est donc l'occasion de parler de l'historique et faire un petit peu le lien entre ceux et celles qui ont travaillé à lancer cette initiative. Notre panel nous offre 4 points de vue différents.
Tout d'abord, celui de Robert J. Capozzi, qui est planificateur côtier, directeur de la section adaptation au secrétariat du changement climatique, qui est une des 2 divisions du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. M. Capozzi va nous rejoindre en ligne, est présent en ligne, parce que, à partir de Fredericton. On a ici à la table, complètement à ma droite, M. Jules Haché, président du Forum des maires de la péninsule acadienne, qui était l'organisme initiateur du projet à l'époque, et il est aujourd'hui maire de la ville de Lamec. Bonjour, M. Haché. Benjamin Costilla, au centre, directeur du service d'urbanisme et directeur de la planification à la Commission des services régionaux de la péninsule acadienne, ce qu'on appelle le CSRPA. Et enfin, M. André Robichaud, immédiatement à ma droite ici, professeur de géographie au secteur administration, arts et sciences humaines à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, depuis plus de 13 ans. Il a contribué de plusieurs recherches sur l'érosion et les phénomènes côtiers. Alors, bienvenue à nos invités. Dans la salle, nous avons donc des participants en présentiel et, signe des temps, on a aussi des participants en ligne sur la plateforme Zoom qui ont eu l'occasion de proposer des questions au cours des 2 dernières semaines. Mais je vais demander aux panélistes à tour de rôle de se situer par rapport au projet Adaptation PA et préciser leur rôle actuel aux besoins. Tout d'abord, il y a la question de la cause. Quelle a été la principale raison de la création du projet Adaptation PA? Les perspectives à cette époque. Quelles étaient les attentes que vous aviez par rapport à ce projet pour la péninsule acadienne? Et finalement, les conséquences en termes de planification du territoire. Quels sont les bénéfices issus de ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà remarquer dans vos différents domaines? Donc, en résumé, pourquoi, vos attentes et les résultats. Alors, je passe tout d'abord la parole à M. André Robichaud, comme panéliste, au sujet de pourquoi vous vous êtes impliqué dans ce projet-là, quelles étaient vos attentes et est-ce que vous voyez que ça a évolué dans le temps? La façon que ça a commencé, je vais approcher ça un peu. En fait, c'était un projet, une initiative fédérale pour en fait, travailler sur les changements climatiques. Ça, c'était à travers le pays. Et il y avait, pour la région des Maritimes, en fait l'Atlantique plutôt, un regroupement, puis à travers de ça, des projets qui ont été menés par différents groupes un peu partout. Alors nous, on a été un de ces groupes-là. On avait été approchés, moi comme chercheur. On était plusieurs impliqués là-dedans. Il y avait déjà des gens de l'IRZC à l'époque, là, ça ne s'appelait pas Valorez. Et c'était vraiment pour déterminer, c'était quoi les problèmes principaux par rapport au changement climatique, par rapport à la côte. Alors, ce qui est venu assez rapidement, c'est les problèmes d'érosion puis d'inondation. Fait qu'on a fait un projet là-dessus qui avait différents volets. Il y avait un volet de mesure d'érosion, d'inondation, ce genre de choses-là. Puis ensuite, il y avait aussi un volet d'accompagnement des communautés qui a été en fait relayé par l'IRZC par après, pendant puis aussi par après. Et à ce moment-là, c'est qu'on s'était tout simplement rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur la péninsule acadienne sur le plan scientifique. Moi, c'était la partie qui m'intéressait le plus là, à cette époque-là, qui est plus mon expertise. Et l'idée, c'était d'essayer de développer en fait une méthode pour pouvoir déterminer les zones à risque d'érosion puis d'inondation pour la péninsule acadienne. Alors, la péninsule acadienne, c'était vraiment un lieu crucial pour ça parce que ce sont des zones où les côtes sont très basses, il y a des plages partout, il y a beaucoup de villages, des zones construites le long des côtes, des infrastructures importantes sur le plan économique, touristique, etc. Et déterminer ces zones à risque-là, il fallait partir de quelque chose, puis on n'avait presque rien. Il a fallu développer, en fait, les calculs pour les taux d'érosion sur aussi long terme qu'on pouvait. Pour l'érosion, il fallait travailler avec des scénarios de niveau marin qui nous ont... Il y avait un des partenaires, c'était Arial Degg, qui avait beaucoup travaillé là-dessus à l'époque,
qui nous donnaient. Fait qu'on était nombreux. Hein. Il y avait des gens plutôt des scientifiques, il y avait des gens qui travaillaient plus au niveau de la gestion. Benjamin était là. Au début, plusieurs autres, les RZC, à travers différentes personnes. Et en fait, en termes d'attente, pour nous, c'était juste un début. On ne savait pas si ça allait se poursuivre ou pas. Et comme c'était quand même, il y avait une mouvance qui se faisait, là, ben, ça s'est poursuivi quand même assez longtemps. Fait qu'on n'avait pas vraiment d'attente au début, plus que on espère que ça va continuer parce que c'était seulement le début. On était seulement en train de créer les premières données, tout ça. Et on avait seulement travaillé sur 3 communautés qui avaient été choisies dans un comité. Là, je ne sais pas, peut-être que Benjamin s'en rappellera plus, là, mais je me rappelle qu'il y avait eu des rencontres avec l'association des municipalités Nouveau-Brunswick, quelque chose de même. Il y avait eu des rencontres là, quand même avec des acteurs importants qui nous avaient dit qu'est-ce qui était important pour eux. Puis on avait essayé de remplir ces attentes-là. Moi, mes attentes comme scientifique, c'était d'espérer pouvoir poursuivre ces choses-là pour en fait aller chercher ou développer les données d'érosion, d'inondation pour l'ensemble de la péninsule acadienne. Et on espérait que ça allait se poursuivre d'une façon ou d'une autre. Là. Puis, la dernière question, les résultats. C'était surtout au niveau des résultats, est-ce que vous voyez une progression? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je veux juste vous donner 2 indications sur le fait que les résultats qui sont produits à travers ce projet-là, qui est devenu le projet Péninsule acadienne après ça. Pendant plusieurs années, ce n'était pas ça du tout, mais l'IRZC, Valores, a relayé ça. Surtout sur le plan des accompagnements, puis des chercheurs comme moi, plusieurs autres, on essaye de nourrir avec des données de base. Mais je me rappelle qu'on avait été, il y avait Mélanie Aubé, il y avait Julie Guillemot, qui était professeure ici à l'UMCS, qui s'occupait plus des aspects sociologiques là, du changement climatique. Puis moi, on était allé à Halifax, puis présenter ce qu'on faisait. Puis ça, c'était juste au début, dans les tout débuts. Puis en fait, on a vraiment impressionné tout le monde parce qu'on était plus avancé que beaucoup de gens. Puis ça, pour moi, ça avait été un signe. Puis c'était surtout ce que l'IRZC faisait qui avait été, parce que l'érosion, tout ça, il y a quand même plusieurs chercheurs qui travaillent là-dessus, mais tout l'aspect accompagnement, tout ça, c'était quelque chose qui commençait, puis qui déjà, à ce moment-là, ça avait capté l'attention. Puis ça, c'était peut-être en 2013, 2014. Là, ça fait déjà au début, là, ces efforts-là portaient fruit, puis mettaient vraiment la péninsule acadienne sur la map. La deuxième chose que je dois dire pour montrer jusqu'à quel point là, ça a attiré l'attention, il y a le Conseil national de recherche du Canada qui est venu faire un tour en fait, à Valores. Eux autres, ils sont en train de faire des projets pilotes dans 3 communautés canadiennes, une dans l'ouest, une dans le nord, Tuktoyaktuk, je pense, puis ils ont choisi la péninsule acadienne pour l'est du Canada. Puis ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est développé ici, dans la péninsule acadienne, non seulement avec Valores, mais avec les chercheurs de l'UMCS, parce qu'il n'y a pas juste moi, avec aussi d'autres acteurs, des acteurs de la communauté, en fait, beaucoup des municipalités qui participent activement dans ces choses-là. Ça, faudrait le mentionner parce que c'est la clé. Parce que le gros problème, c'est pas d'essayer d'aller chercher des données scientifiques et tout ça. On peut le faire. En fait, c'est pas facile, c'est ça, mais c'est quelque chose qu'on connaît quand même un peu plus. Ce qui est vraiment le plus gros problème, c'est de travailler avec les communautés, ce genre de choses-là. Je vais m'arrêter là parce que là, c'est moins mon domaine, mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est très bien, merci beaucoup. J'ai quand même une question de suivi qui est peut-être plus dans vos cordes, parce que quand on dit érosion, on dit peut-être accumulation de sédiments ailleurs, puis les gens essayent d'établir des mécanismes de protection. Est-ce que ça, c'est une réflexion qui est pertinente? Par exemple, est-ce que les sédiments s'accumulent à des endroits, pas ailleurs? Et j'ai l'impression que cette question-là revient. Oui, puis en fait, s'il y a un endroit où on a des données à aller chercher, c'est là. Parce que c'est des données qui sont plus difficiles à aller chercher. La raison est simple, c'est que le territoire, si on veut vraiment schématiser les choses, il y a l'aspect de comment la nature fonctionne, puis il y a aussi les humains là-dedans. Okay? Fait que, ils ne sont pas nécessairement en opposition, mais il y a une interaction qui est forte, puis ça, c'est important de pouvoir l'étudier. Là, si je prends le côté du golfe du Saint-Laurent,
les sédiments des plages viennent d'où? Ils viennent de l'érosion. Puis ils viennent de l'érosion de toute la côte. Et la seule source sédimentaire nouvelle, c'est l'érosion des falaises, essentiellement, pas seulement. Les sédiments qui peuvent venir des cours d'eau ils vont rester dans les estuaires, dans les rivières, dans les estuaires ou dans les lagunes, puis se rendre très rarement à la côte. Ça va quand même permettre de pouvoir faire en sorte que les marais se développent dans ces zones abritées-là. Mais le long de la côte, ça vient juste de l'érosion, puis les nouveaux sédiments viennent des falaises. Et pour vous donner une image là, simple, là, c'est comme si on avait une rivière de sable qui partait de Miscou puis qui allait jusqu'à Néguac. Alors, n'importe quoi qui vient bloquer cette rivière-là va avoir un effet sur ce qu'il y a plus loin. Et on ne sait pas exactement la quantité de sédiments qui est produite ou transportée. Moi, je suis en train de travailler sur des projets là-dessus, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles, ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus de la science, mais on essaye de voir ce que ça fait. Mais je pense que l'aspect important, c'est comment dire, on a cette espèce de grande rivière de sable-là, puis on a des municipalités qui ont des frontières qui n'ont pas rapport avec les processus naturels. Et souvent, c'est un des grands problèmes qu'il peut y avoir sur le plan, par exemple, de la gestion, de l'administration, d'essayer de régler les problèmes, ce genre de choses-là. Alors, partout dans cette chaîne-là, donc c'est vraiment pertinent. Non seulement c'est pertinent, mais je pense que ça va devenir une des questions qu'il va falloir travailler dessus. Parce que si on se met à faire des structures de protection pour empêcher l'érosion, ça va avoir un effet sur la sédimentation. Pour l'instant, ce qui est quand même bien, c'est que les falaises de Pigeon Hill, Cap-Bateau, celles de Miscou, de Sainte-Marie, Saint-Raphaël ne sont pas trop enrochées. Fait que la production de sédiments se fait bien. Mais si jamais, pour protéger les infrastructures importantes qu'on va venir à le faire, ça va avoir des effets sur l'alimentation en sable des plages qui sont plus loin, comme celle de Le Goulet, qui protège en fait le village aussi. La seule façon de pouvoir travailler cette chose-là, c'est avoir une façon de pouvoir se concerter, parler ensemble. Et ce qui se passe à Vallorès, c'est une de ces choses-là, une façon de mettre les choses ensemble. La CRSPA, c'est la même chose. Puis le Forum des maires, même chose. On met des gens ensemble, puis on discute des problèmes, parce que des problèmes, il va y en avoir. Là, on n'en voit pas trop, là, puis on est un peu chanceux. Mais moi, j'ai vu les choses évoluer depuis que je suis tout petit. Moi, j'habitais Moncton, j'ai déménagé dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, sur le bord de la côte, au milieu des années 70, puis j'ai vécu mes premières tempêtes. Fait que je l'ai vu. J'ai vu l'érosion se faire, j'ai vu des dunes disparaître, j'ai tout vu ça. Puis, fait que j'ai cette expérience-là. Puis quand je suis venu dans le nord du Nouveau-Brunswick, j'ai trouvé que les choses étaient un petit peu différentes. Le niveau marin ne monte pas aussi vite. Puis les plages étaient beaucoup plus naturelles. En fait, les milieux, les superbes falaises. Moi, Cap-Bateau, j'aime assez ça. Fait que, en plus, il y a des superbes paysages qui sont encore dans un état naturel. Puis, j'espère que ça va rester comme ça. Mais bon, ça, c'est des soins un peu personnels. Mais comme scientifique, c'est vraiment fabuleux de pouvoir étudier ces choses-là dans ce contexte-là. Puis dans une dynamique où il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble, même si c'est une petite communauté, on a cette chose-là. Moi je trouve ça, en tout cas... Mais c'est très bien. Je suis toujours épaté. Merci beaucoup, M. Robichaud. Ça me donne l'occasion de passer à notre prochain panéliste, qui est Benjamin Kosila. Alors, je vous pose pratiquement la même question. Pourquoi la CSR s'est impliquée là-dedans, vos attentes, les résultats? Et je continuerai ensuite par une question de suite. Monsieur Kosila. Merci. On va essayer d'être aussi intéressant que André. Hein? De ma perspective, c'est sûr qu'en étant urbaniste, mon intervention est arrivée par rapport à l'aménagement du territoire et à l'accompagnement communautaire. Ça a commencé, on a parlé de la paternité tantôt, je pense qu'on a été beaucoup de papas aussi dans ce projet-là, et la maman pourrait être le fonds en fiduciation en environnement, parce que c'est pas mal ces fonds-là qui nous ont permis de monter ces différents projets à l'origine. Moi, je suis rentré par la porte de la préoccupation des gens. On avait des citoyens qui étaient préoccupés par rapport aux inondations, par rapport aux tempêtes, et on ne savait pas vraiment comment agir en termes de planification ou d'encadrement. On a développé un territoire et on fait face à des risques
qui sont un petit peu en dehors de notre contrôle. Donc c'est l'aspect difficile d'approche ou d'action qui est venu me chercher au départ. Bien avant 2011, en 2007, on avait participé à un projet avec Omer Chouinard à Le Goulet. On avait fait le premier plan de développement communautaire, d'adaptation communautaire au changement climatique. Puis c'est cet aspect-là d'inaction qui me dérangeait. Et quand Mélanie Aubé est venue me reparler en 2012, là, on avait plus un plan d'action. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime travailler pour avoir des résultats. Et l'idée de ce projet-là était finalement d'aller chercher des données scientifiques et de pouvoir les donner à la population et qu'elle soit en capacité de se les approprier. Donc cet aspect-là d'accompagnement communautaire, cette sensibilité par rapport à vulgariser ces données scientifiques, c'est comme ça que je suis rentré dans ce projet-là. C'était répondre à des préoccupations locales, c'était planifier ensemble pour un développement futur, parce que les changements climatiques, quand on a ça en face de nous, on a l'impression que c'est un petit peu une fatalité, alors que ça ne l'est pas. On a une capacité d'adaptation, et puis c'était ça qu'il fallait démontrer à la population. Et c'est ce qu'on a fait avec le projet Adaptation PA, c'est de dire qu'on est capable d'agir, on est capable de planifier, et ça s'est fait à travers différents projets, différentes années. Ça a été raffiné, ça a été adapté aussi en fonction des demandes ou des besoins locaux. Donc la cause était effectivement de pouvoir éduquer, sensibiliser, faire prendre conscience à la population qu'on avait une capacité d'action par rapport au changement climatique, qu'on pouvait le prévoir, qu'on pouvait se préparer, s'adapter. Ça, c'est pas mal pour comment je suis rentré là-dedans. Avec l'IRZC qui est maintenant Valores et toute son équipe. Au niveau des perspectives, mon idée était de pouvoir instaurer un règlement, parce que le règlement, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui oblige à faire des actions. Et l'idée était d'avoir des règlements qui prévoyaient le futur des municipalités et de la région à l'adaptation au changement climatique. Donc c'était d'essayer de mettre en place des normes, des conditions d'adaptation qui seraient sensées, qui seraient raisonnables et qui nous permettraient de développer à long terme notre territoire sans avoir à se soucier s'il y avait un risque pour la population ou les investissements. Donc dans un souci d'économie ou d'investissement et de sécurité à long terme, l'idée de mettre en place des règlements nous permettrait de faire ça, mais aussi la deuxième perspective était la sensibilisation et l'information. Il y a énormément d'informations qui a été produite par l'équipe de Valores et les autres chercheurs qui gravitent, qui sont partenaires autour. Et le fait d'avoir créé ce site internet Adaptation PA nous a permis d'avoir à la même place toute cette information-là qui permet de sensibiliser les propriétaires avec qui on fait affaire au service d'urbanisme pour dire si vous voulez construire, il y a des données qui existent, sensibilisez-vous, allez les chercher, elles sont à une place assez facile d'accès, comme l'a dit Mélanie dans la vidéo. Tout le monde peut utiliser Adaptation PA, le site internet, et s'y retrouver facilement et avoir des données précises sur leur terrain. En termes de conséquences, on a plusieurs règlements qui ont été adoptés. On a un règlement à Shippagan, entre Acadie et Sainte-Marie-Saint-Raphaël qui est aujourd'hui en vigueur, qui est en vigueur depuis 2008 à Shippagan. On a déjà vu des résultats positifs. On a plusieurs constructions qui sont adaptées. Et puis à moindre coût, je veux dire, c'est une question de surélever les bâtiments ou de les construire d'une manière où les systèmes mécaniques ne seraient pas au premier plancher, par exemple, éviter d'avoir des chambres à coucher ou des logements au sous-sol. C'est des choses assez simples qui se font au niveau de la conception, au niveau de la planification, avant même de construire. Et on a, comme deuxième conséquence, une population qui est beaucoup plus consciente des inondations, des risques d'érosion et puis des capacités de s'adapter aussi. Donc, que du positif. Alors, vous me permettrez de vous demander, selon vos observations actuelles, une fois les règlements adoptés, est-ce que vous voyez qu'ils sont respectés, appliqués par les populations? Est-ce que vous avez vu une progression de ce côté-là? Oui, c'est la beauté de la chose. Avec un règlement, on n'a pas vraiment le choix.
ça s'applique. Donc, avant d'émettre un permis, il faut que le permis soit conforme au règlement. Donc, si le projet n'est pas conforme au règlement qui va prendre en considération l'adaptation au changement climatique, la construction ne peut pas être autorisée. Donc, on a eu des beaux succès par rapport à ça, et puis même des projets un petit peu plus complexes qui n'étaient pas encore soumis à un règlement, mais on avait les données qui étaient accessibles. Donc, on a pu orienter le développement qui n'était pas forcément soumis à une réglementation à respecter les données développées sur les changements climatiques et à être adaptées. Donc, oui, je dirais même qu'au final, on a même plus de respect que les réglementations qui sont en vigueur. Parce que les gens savent qu'il y a quand même des conséquences si ils résistent au changement et puis ils se construisent dans une zone inondable. Puis l'idée n'est pas forcément d'avoir des conséquences par rapport au non-respect du règlement, mais d'avoir des conséquences par rapport à leur propre investissement à eux, finalement, et puis leur propre sécurité. Donc les gens se sentent plus concernés par un règlement qui s'applique directement à leur portefeuille et leur santé, sécurité. On a une bonne réponse d'une manière générale. Merci, M. Kosila. Bien entendu, la Commission des services régionaux travaille étroitement avec les municipalités. Et du côté des municipalités, on a le plaisir d'avoir M. Jules Haché, qui est président du Forum des maires. J'aimerais, M. Haché, que vous nous parliez de qu'est-ce qu'étaient les attentes dans votre perspective, le pourquoi les attentes et les résultats à votre tour. Bien. C'est sûr que lorsqu'il arrive dans les communautés des tempêtes qui provoquent des inondations et beaucoup de dégâts, il y a de la préoccupation, puis les gens sentent une responsabilité, puis ils veulent comprendre, puis savoir quoi faire, puis comment faire. C'est à partir, je pense, que la tempête de 2010 là, qui est venue créer un éveil assez important dans beaucoup de communautés. Dans le mois de décembre, là, il y avait eu beaucoup d'inondations et de dégâts, qui a créé une stimulation peut-être suffisante pour partir un mouvement important. Puis, je pense que ça a pris environ 1 an et demi pour qu'il y ait eu un certain consensus autour de quelques municipalités pour créer un premier projet. Puis la sagesse de ces gens-là, ben, ça a été de se tourner vers des scientistes, des professionnels à Valorez, l'université, etc. Ça fait que le premier projet qui a ciblé trois municipalités a débloqué, là, je pense, en 2012, quelque chose comme ça. Puis après ces 3 ans-là, c'est là que le Forum des maires est entré plus activement, si on veut, en devenant porteur du dossier, avec comme partenaire principal Valorez, pour créer une entente sur 5 ans pour voir à l'ensemble de la péninsule acadienne faire une analyse des problématiques, puis de voir quelle sorte de solutions qu'on peut apporter. Ça fait que c'est ça, je pense que la CSR venait d'être formée, ça faisait à peine 1 an, je pense, à ce moment-là, en 2014, que l'entente de 5 ans a été faite. Puis la CSR étant un organisme de gestion de services, était peut-être moins légitime, si on veut, à porter un dossier qui est plus de nature politique. C'est là que le Forum des maires, qui existait depuis déjà plusieurs années, a accepté de jouer ce rôle-là. C'est ça. Puis les conséquences, bien, c'est sûr que, comme Benjamin l'a bien expliqué, une fois que les données sont en place, il y a quand même une conscience qui vient aussi de la province qui incite les CSR à respecter certains domaines, certaines réglementations. Bien, les municipalités n'ont pas le choix d'appliquer ces mesures-là. Puis, nous, dans les municipalités, bien, ce qui est différent, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements. Tous les 4 ans, là, les conseils, ça change. Puis, il y a eu beaucoup de changements en 2016, il y en a eu beaucoup en 2021, puis il y en aura encore en novembre. Ça fait que
la stabilité, des fois, des connaissances n'est pas toujours évidente. Puis s'il y a du changement de personnel à la direction qui vient s'ajouter à ça, bien, ça crée souvent des vides comme ça. Alors, lorsque une institution comme Valorez assure une continuité puis un fil conducteur, bien, ça nous permet de toujours être au courant ou soit qu'ils nous le rappellent. Puis avec la réglementation de la CSR, bien sûr, bien, ça vient se compléter. Mais là, on a 10 ans, puis la première entente est finie. Puis je pense que c'est de bon augure de voir préparer quelque chose avec des nouveaux objectifs. Là. Je pense que ça serait souhaitable. Merci, M. Haché. Est-ce que, je ne sais pas si toutes les municipalités sont impliquées dans cet espace-là, est-ce qu'il y a du travail qui reste à faire pour encourager les mairies qui seraient encore hésitantes à l'idée de s'adapter aux impacts de l'érosion, de l'inondation, à faire le pas? Oui. Puis en fouillant dans les documentations, là, je suis rendu compte que nous, on n'avait pas adopté chez nous cette réglementation-là. Comment je dirais ça, on applique quand même les données parce que c'est une réglementation qui est adoptée à la CSR, mais ça serait important, au moment où l'invitation a été faite, j'ai fouillé en arrière, on venait de changer de direction administrative, nouveau conseil qui rentre, puis là, d'un paquet de dossiers, il fallait mettre à jour, puis tout ça, ça fait que ça passe dans les filets. C'est important à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui revienne à la charge puis s'assurer que ce mouvement-là ne vienne pas ralentir les efforts. C'est très bien. Donc, c'est un exercice de communication en continu qu'il faut faire. Oui, absolument. Merci, M. Haché. Notre dernier panéliste va être en ligne avec nous autres, M. Robert Capozzi. Je vous demande à vous également, M. Capozzi, l'implication du ministère de l'Environnement. Quelles étaient vos attentes et les résultats espérés par cette participation-là de la province? Merci, M. Landry, et bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, si je recule 10 ans, dans ce temps-là, j'étais gestionnaire des zones côtières pour la province du Nouveau-Brunswick, toujours ici, au ministère de l'Environnement et gouvernements locaux. Dans le temps, on avait une politique sur la protection des zones côtières et on savait où les zones à risque étaient. Et comme tel, on savait que la péninsule acadienne subissait beaucoup d'impacts du changement climatique, érosion et inondation. Alors, on avait vraiment l'œil sur ce territoire-là. Et en termes d'attente, vraiment, je m'attendais qu'on pouvait créer un institut de recherche spécialisé dans le changement climatique avec le volet d'adaptation pour s'assurer que les citoyens soient sensibilisés aux risques et puis d'utiliser les dernières données sur les changements climatiques, les projections et d'autres prévisions comme l'augmentation du niveau marin pour non seulement faire une analyse de risque, mais aussi pour sensibiliser les gens pour qu'ils prennent les bonnes décisions en termes d'adaptation dans toutes leurs activités. Et sûrement avec Valorez, vraiment, on a créé ce groupe-là qui a beaucoup d'expertise. Et là, je suis très heureux de voir qu'ils se sont répandus dans les systèmes naturels, les écosystèmes naturels et les écosystèmes agro-écosystèmes, ressources naturelles directement, tourbières. Alors, vraiment, des secteurs qui sont importants pour la province, qu'on travaille directement dedans
et où de plus en plus, il y a beaucoup de données scientifiques, des études pour vraiment nous informer à créer nos projections sur le changement climatique et essentiellement d'embarquer dans la sensibilisation des citoyens avec cette information-là. Et je trouve que vraiment, il y a une sensibilisation extraordinaire dans la péninsule. Sûrement, c'est directement à cause que c'est une zone très, très vulnérable en termes de changement climatique. Mais aussi, il y a beaucoup de fierté dans le territoire et on peut voir ça quand on s'engage avec les municipalités, qu'on assiste à compléter leur plan d'adaptation au changement climatique. Il y a une superbe participation du public, du grand public. On voit ça aussi. Et je dirais que en termes de résultats, on voit que la sensibilisation des gens a vraiment grandi. Et là, il y a des gens qui sont très conscients de comment s'adapter, pourquoi que les règlements sont importants. Et essentiellement, à la fin de la journée, c'est pour protéger les gens, en particulier, la sécurité publique, mais aussi de protéger les propriétés qui sont à risque, les infrastructures. Plusieurs fois, c'est pour protéger les investissements que les individus font dans leur maison, dans leur commerce, dans leur industrie. Alors ça devient de plus en plus évident. Et en termes de résultat final, on aimerait avoir une très, très bonne gestion du territoire. Comme Benjamin l'a mentionné, souvent, avec un règlement, on est forcé de le faire, mais de plus en plus, ce que je peux voir dans la péninsule, c'est que les gens acceptent ces règlements-là, sont conscients du début des risques et ils sont attachés à la place beaucoup au territoire et ils veulent rester sûrement où il y a de moins en moins de risques. Et c'est un composant essentiel que Valorez a pris en main, c'est de travailler avec les municipalités, les 14 municipalités, pour créer des plans d'adaptation pour leur territoire. Et ces plans d'adaptation vraiment sont composés par une analyse de risque très, très détaillée sur tout le territoire municipal qui identifie exactement quels sont les risques à cette municipalité. Est-ce qu'il y a des biens très à risque qui doivent être adaptés immédiatement? Et il y a plusieurs recommandations qui sont attachées à ces fameux plans d'adaptation au changement climatique. Et là, ces plans d'adaptation deviennent des plans d'action pour la municipalité. Alors, un conseil municipal peut reprendre un plan d'adaptation que Valorez a fait avec la communauté 3 ans passés et dire, on va aller voir les recommandations qui ont été faites dans le passé. Alors, c'est recommandé de reculer, de faire un recul du nouveau développement, de mettre le nouveau développement à des endroits non à risque. Il y a des recommandations pour essentiellement viser les vulnérabilités spécifiques qui sont essentielles pour une municipalité. Alors, ça peut être une partie d'une route qui donne accès et un moyen de sortir de la municipalité ou de le coin de la municipalité en cas d'un événement très sévère sur la côte. Alors, ça devient un plan d'action et là, on voit que Valorez continue à travailler avec ces municipalités-là pour mettre en place ces recommandations-là pour que la municipalité puisse mieux s'adapter au changement climatique. Alors, je vois beaucoup de résultats déjà et je sais que nous, notre message au changement climatique, au secrétariat, à tous les municipalités, c'est on encourage le développement de ces plans d'adaptation.
On va chercher des fonds du Fonds de fiducie sur l'environnement pour ces plans-là. Alors, c'est vraiment très, très facile pour une municipalité d'embarquer dans ce processus-là pour identifier leur vulnérabilité et avoir un plan d'action préparé officiellement par Valorez qui va leur donner vraiment un plan d'action qu'ils peuvent utiliser pour des années pour s'adapter au changement climatique. Alors, en termes de résultats, de bénéfices de ce projet, ces bénéfices-là sont nombreux et je trouve qu'une fois on a une population très, très connaissante des enjeux, on a de plus en plus de bonnes décisions prises, non seulement à domicile, mais dans les différents secteurs qui contribuent à l'économie régionale de la péninsule. Merci beaucoup, M. Capozzi. J'aimerais juste poursuivre. On est très heureux qu'il y ait cette complicité-là à travers, autant au niveau de la recherche que les autorités municipales, que le gouvernement provincial. Mais de votre côté, est-ce que vous avez aussi connaissance d'initiatives à l'échelle fédérale, internationale qui pourraient s'appliquer au Nouveau-Brunswick et plus spécifiquement à la péninsule acadienne? Oui, sûrement. Au niveau du changement climatique, avec le gouvernement fédéral, il y a beaucoup d'intérêt à faire de l'adaptation, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, tout le paquet, si vous voulez, sur le changement climatique pour que les gens sont protégés, que les gens peuvent s'adapter et que les gens peuvent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans cette philosophie que le gouvernement fédéral nous apporte, on a beaucoup de programmes de financement qui sont directement visés sur ces démarches autour des changements climatiques. Comment est-ce que les municipalités peuvent aller chercher des fonds du fédéral? C'est un des items qu'on amène aux discussions avec le fédéral et d'autres provinces et territoires au niveau national. Le secrétariat du changement climatique du Nouveau-Brunswick fait partie du groupe de travail national sur les initiatives et programmes de financement. Alors, il y en a plusieurs. À chaque année, on a plusieurs programmes de financement fédéral et on aimerait rappeler aux gens qu'il y a toujours le Fonds de fiducie de l'environnement du Nouveau-Brunswick, que lui, on s'en sert pour essentiellement financer la création des plans d'adaptation et d'autres morceaux de recherche, si vous voulez. Valorez en est un grand client, vu qu'ils font l'accompagnement des municipalités et ils font des recherches sur plusieurs aspects de l'économie régionale, ressources naturelles, agriculture, agroécosystème. Alors, oui, il y a beaucoup d'opportunités pour se faire financer. Même on a vu presque à la journée même, 2 ans passés, il y a eu une délégation du fédéral que Valorez a accueillie avec les maires et les conseillers et les chercheurs et les urbanistes de la place. Et cette délégation faisait partie du ministère des Ressources naturelles et de l'Institut de recherche national. Et eux sont en train de compléter avec des chercheurs locaux comme André Robichaud, sont en train de compléter une analyse de risque d'inondation côtière pour 7 municipalités de la péninsule acadienne. Alors, d'ici 1 an, on devrait avoir le rapport final. Et toutes ces démarches-là ont été fondées par le fédéral, le programme fédéral avec ces 2 ministères-là et notre assistance foncière aussi au département d'environnement et gouvernements locaux. Alors,
c'est non seulement reconnu comme une zone à très grand risque provinciale, mais aussi une priorité nationale aussi en termes de où sont les zones à risque à travers du pays. Et on l'utilise dans le moment avec cette étude comme une étude de cas pour informer des meilleures décisions, des meilleurs outils envers l'adaptation au changement climatique et les risques posés par une zone côtière sur les municipalités. Merci beaucoup, M. Capozzi. Maintenant, on a entendu chacun de nos panélistes. On va procéder à une période de questions. Et de la façon qu'on va procéder, Jolène a un micro qu'elle va déplacer. Si vous avez des questions pour l'un ou l'autre des panélistes, je vous en prie, ne vous gênez pas. Alors, est-ce que quelqu'un a une première question? Oui, madame ici. Oui, c'est ça. Pour la question, pour ne pas avoir à désinfecter le micro à chaque fois, on vous demande de porter le masque. OK. Bonjour tout le monde. C'est Lucille Doiron d'Imaginons la péninsule acadienne autrement. Bonjour. Je vais essayer de bien articuler pour que vous me compreniez. Je me demandais, la collaboration que vous avez avec le Forum des maires, en quoi ça consistait exactement, l'entente de 5 ans? Puis, est-ce que vous avez prévu de renouveler l'entente, d'après ce que je comprenais, là, Monsieur le maire? Mais comment ça se concrétiserait dans les prochaines années? Moi, j'ai relu l'entente là, la semaine dernière parce que je fouillais dans les documents pour un peu en préparation à ça. Bien sûr, je ne la connais pas par cœur parce que les acteurs ont changé au fil des ans. Ça a été signé en 2014, là. Mais c'est ça, là, l'entente est finie. Puis, il n'y a pas eu de pourparlers à ce niveau-là pour en renouveler une. Mais moi, personnellement, je pense que le moment est venu de relancer peut-être des rencontres avec les nombreux spécialistes qui nous entourent ici pour arriver à cibler des priorités puis conclure peut-être une entente de recherche puis avec des nouvelles données, des nouveaux projets d'adaptation parce que c'est important qu'on avance encore plus loin. Bien oui, peut-être que ça serait important d'apporter ça aux nouveaux conseils qui vont être élus en novembre prochain. Oui, c'est possible. Ben, le Forum des maires va être pas mal modifié. Là. Il va tomber de 14 à 7-8. Là. C'est vrai. Ça fait il pourrait y avoir de mêmes acteurs, mais il peut y en avoir des nouveaux aussi. C'est sûr aussi que je ne sais pas s'il faut attendre à ce moment-là, parce que faut comprendre que toute la restructuration va occuper beaucoup de temps dans les premières années, deuxième année peut-être des nouveaux conseils, là, parce qu'il y a des nouveaux territoires, nouveaux services, nouvelle organisation. Ça va prendre beaucoup d'énergie, certain. Si on se compare, comme j'osais avec le directeur là, Daniel Blanchard au début, c'est comme les gouvernements, là, que ce soit fédéral ou provincial, ça leur prend 1 an et demi, 2 ans à se mettre en place, puis ensuite, ils commencent à produire. Ça fait qu'il va se produire un petit peu la même chose des municipalités. Ça fait, moi, je me dis aussi que si, au lieu d'attendre une autre année, 2 ans, la péninsule va demeurer la même, là, puis avec les mêmes besoins, peu importe les acteurs. S'il y avait une entente de conclue maintenant ou d'ici à l'automne, il n'y a pas de problème, à mon avis, que le développement peut se poursuivre. Bon, on l'espère. On l'espère. J'aurais peut-être une autre question, mais ça serait peut-être plus adressé à Valorez ou peut-être que vous pouvez me répondre aussi. Je me demandais, les projets d'adaptation PA, ça se base beaucoup sur l'adaptation au changement climatique. Puis on sait que dans un contexte de changement climatique, c'est important aussi de réduire à la source les émissions pour essayer de réduire l'impact des changements climatiques. Puis je me demandais si c'est quelque chose que Valorez aimerait faire dans le futur ou c'est quelque chose de conjoint à l'approche d'adaptation PA. Je ne sais pas si je suis en mesure de répondre. On a fait quand même
une autre activité il y a quelques semaines au sujet de l'économie circulaire. Et c'était au cœur de cette discussion-là, comment on arrive à amener ça, c'est-à-dire beaucoup de communication entre les différentes parties pour arriver à réaliser ça dans tous les secteurs. Je ne sais pas si, Daniel, tu aimerais ajouter quelque chose à ça? Ben, c'est sûr. Ça marche plus, ça? OK. C'est certain qu'on regarde toujours les discussions, puis on réalise que tout de suite, ce qui se passe dans la communauté, toutes les actions qu'on fait qui touchent les ressources ou qui touchent l'industrie, a tout un effet vers les changements climatiques. Ça fait comment est-ce qu'on fait pour justement encadrer les industries, encadrer un petit peu ce que M. Capozzi disait tout à l'heure, encadrer les industries pour justement arriver à une solution qui est plus commune à toute la communauté. On a eu déjà des discussions avec les municipalités, surtout les villes, pour commencer, pour voir comment est-ce qu'on peut justement regarder à des nouvelles façons de faire, à des nouvelles façons d'approche. Mais au bout de la ligne, c'est ça, c'est un peu de comment qu'on réussit à... On réalise que toutes nos activités qu'on fait qui touchent les ressources sont toutes reliées à ce changement climatique-là ou à cette adaptation-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour justement aligner, si tu veux, ou de mettre les gens dans le bon contexte pour justement donner quelque chose, des résultats qui est favorable. Mais c'est un peu là, puis nous autres, on est vraiment impliqués là-dedans, là, comme Robert l'a dit, ça fait partie un peu de nos communications, mais ça fait partie aussi de notre nature, parce qu'on est directement relié aux ressources. Plaisir. C'est bien. Il y a aussi l'histoire que c'est plus facile de faire l'adaptation sur le plan local, régional, puis l'organiser. L'atténuation, ben c'est les gaz à effet de serre essentiellement. Puis ça, c'est un petit peu plus difficile de mettre en place de cette façon-là. Puis là, à ce moment-là, c'est une organisation qui est un petit peu différente, là. Je ne sais pas si Valorez est un institut qui peut faire ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est sûr que travailler sur l'atténuation, ça se fait à tous les niveaux aussi. Mais c'est plus difficile, je pense, aussi, en termes de moyens, là, tandis que l'adaptation, c'est quelque chose qui peut être décidé même localement, là. Fait que c'est un petit peu plus facile à mettre en place. Après, je ne sais pas si tu es d'accord. Si vous êtes d'accord, mais... Oui. Mais j'aimerais rappeler aussi qu'à titre d'institut de recherche, Valorez est surtout là pour fournir de l'information, du data, qui vous permet ensuite de prendre des décisions éclairées. Et puis, c'est ce rôle-là, et on fait bien attention de ne pas s'éloigner de ce rôle-là qui est important, autant pour les chercheurs, il ne faut jamais miner la crédibilité de l'information. Alors, cette phase-là est cruciale, et ensuite, il faut que la population prenne des décisions à partir de ces informations-là. Je ne sais pas est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Monsieur Mallet. OK. Paul Mallet, maire du village de Le Goulet. Nous autres, on travaille aussi avec Valorez sur des projets. On sait que ça va nous aider à faire adopter des arrêtés pour les nouvelles constructions. Soit qu'il y a des endroits dans le village que si tu veux te bâtir, il faudra que tu te bâtis soit sur des pilotis. Mais aussi, il faut garder à ceux qui sont déjà bâtis le long de la côte. Nous autres, ça fait depuis 2012, 2013 qu'on l'a essayé de bâtir nos dunes. On l'a essayé en 2018, 2019, 2020. On a fait de bel ouvrage. Mais c'est le ministère de l'Environnement, avec Fredericton, qui nous empêche à cette heure d'y aller de l'avant. Parce qu'ils nous disent, eux autres, il y a certains dans ce fameux comité-là, qui nous disent, eux autres, ce n'est pas les citoyens qui veulent protéger. Ce sont les plus vieux cycleurs, puis les petits oiseaux qui se promènent le long de la côte. Mais si il n'y a pas de sable le long de la côte, le plus vieux cycleur,
il ne peut pas se promener. Il va aller courir ailleurs, whatever. Nous autres, en 2021, je pense que c'est le 19 de décembre, parce qu'on l'avait dumpé du sable à l'automne sur les dunes, on a eu un arrêté qui venait du ministère de l'Environnement qui nous disait que la granulation n'était pas pareille comme le sable qu'on l'avait dumpé là. Le sable, quand on l'a dumpé là, c'était du creusage qui venait à peu près, je dirais, à peu près à 3000 pieds de la côte, qui venait dans un chenal. Puis ils nous ont dit, ça ne marche pas. La granulation, ça ne marche pas pour les plus vieux souffleurs. Ils se moquent des humains pour protéger les petits oiseaux. Ça fait depuis février 2000 qu'on essaye de faire enlever cet arrêté-là. Puis Fredericton, ils veulent pas nous écouter. Ce qu'on l'a demandé, on ne l'avait pas demandé aucun cent de Fredericton. Ce qu'on avait demandé, c'est donnez-nous un permis et un permis d'exploitation. On a le sable, on a de l'argent, on va lever nos côtes. Puis, ça nous empêche d'y aller plus loin. Fait que ça fait depuis 2 ans qu'on les prive avec ça. On ne peut plus travailler. Même si tu vois à la mettre des cages d'hirondelles dessus la dune, là, ça te prend un permis. C'est rendu honteux. Monsieur Mallet, je comprends la problématique. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est en contrepartie, qu'est-ce que le ministère ou la recherche nous dit à ce sujet-là pour qu'on puisse avoir une compréhension du problème. Je ne sais pas s'il y a des choses qu'un de nos panélistes veut aborder. Hein. Monsieur Capozzi, peut-être. Oui, merci, Paul-Aimé, pour la question. Oui, dans le moment, la restauration de la dune est avec notre système des études d'impact environnemental. Je sais qu'il y a des enjeux là. Et c'est sûr qu'on essaie de régler le blocage. Vos intentions, sûrement, je sais, en ayant parlé avec vous plusieurs fois, sont très, très bonnes. La dune restaurée serait un grand bénéfice pour la municipalité en termes de la protéger contre les impacts du changement climatique. Mais le dossier est vraiment avec cette section-là du ministère. Et je sais que vous pouvez toujours les contacter, Pierre Doucette et l'ingénieur en charge. Et peut-être, je voulais juste vous rappeler que dans ce processus-là, il y a plusieurs gens, experts des autres niveaux de gouvernement, d'autres gouvernements, alors les gens qui ont une réglementation sur les dunes, sur les eaux, sur les espèces en péril. Et il faut les consulter avec tous les projets majeurs pour avoir leurs commentaires, s'ils ont des inquiétudes, s'il y aurait un impact avec la restauration ou la création d'une dune pour, comme exemple, des espèces en péril, ou bien d'autres inquiétudes qui sont réglementées. Alors vraiment, je pourrais vous dire de contacter Pierre Doucette directement et il va vous donner une mise à jour. Et je sais que vous êtes conscient de cette option-là aussi. Merci, M. Capozzi. Je ne sais pas si... Je présume que c'est dans les autres municipalités aussi. Il peut arriver des situations où il y a plusieurs intérêts conflictuels et il faut arriver à trouver un équilibre entre toutes ces choses-là. Je ne sais pas si c'est une expérience qui est vécue ailleurs également, mais... C'est sûr
En termes d'aménagement, on a plusieurs cadres réglementaires à respecter. On n'a pas uniquement des règlements locaux, on a des règlements fédéraux et provinciaux. Donc il faut s'asseoir à la table, tous les fonctionnaires responsables de l'application de ces règlements-là pour avoir un succès sur tous les plans. On se rend compte que l'aménagement d'une plage, ça va avoir des impacts pas seulement sur les humains, mais aussi sur la faune et sur la flore. Donc c'est avoir un équilibre là-dedans, je pense, comme l'a dit Robert. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Ghislain. Maigrat recherchait chez Valorez plus du côté tourbe, mais d'un point de vue d'urbaniste, je remarque que sur le court terme et le moyen terme, on voit qu'on a des conséquences régulatoires. Donc, on va faire des zones de recul, on va mettre en mesure certaines provisions pour protéger nos centres urbains ou certaines de nos structures. Mais on voit que, par exemple, la région portuaire de Shippagan, si on regarde les cartes à l'arrière, sont un peu condamnés à être laissés aux éléments parce qu'éventuellement, l'eau va venir et il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire. Cependant, est-ce qu'il y a de l'effort ou des provisions qui ont été regardées pour le futur développement de ces zones-là, pour éviter un peu la dilapidation ou qu'est-ce qu'on appelle en anglais le urban decay, où ces propriétés-là qui sont présentement là, comme l'ancienne pêcherie FN ou d'autres, ou l'ancienne usine Océanis, où ces structures-là tombent maintenant dans des zones de recul et pour éviter que ces structures-là deviennent un peu pour manque d'un meilleur terme, des taudis, pour éviter que ces structures-là soient abandonnées. Est-ce qu'il y a des plans au point de vue des municipalités pour favoriser le renouveau, créer des espaces civiques, des parcs, des infrastructures quelconques, une prévision sur 25 ans, voire 50 ans, pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces zones qui sont maintenant inondables, maintenant inondées. Il y a de l'asphalte, il y a d'autres choses, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les restaurer à la nature? C'est quand même des espaces qui vont être directement sur qu'est-ce qu'on appelle en anglais le waterfront. Ça va être des propriétés qui sont adjacentes à l'eau, mais qui devient plus un avantage, mais devient un inconvénient. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces terrains-là? Est-ce que, M. Haché ou Benjamin, c'est le genre de conversation qui doit arriver sur vos tables à l'occasion? Et comment on gère ça? Pour ma part, non. Moi, j'en ai pas entendu dans ce sens-là. Mais je pense que la question est bonne, puis ça pourrait faire partie peut-être dans un éventuel plan de recherche de commencer à planifier des conséquences à long terme comme ça, puis des déplacements d'infrastructures essentielles ou importantes. Je pense qu'on va laisser la parole à Benjamin, qui est mieux outillé pour répondre à ce genre de questions-là. Là. Vous en sortez pas trop mal. Ouais. Mais la conversation, elle se passe entre qui et qui? Le propriétaire et la municipalité? C'est un petit peu ça, oui, effectivement. C'est une bonne question. Puis je pense que ça a été à l'origine de mon intervention aussi dans le projet Adaptation PA. J'ai eu la chance de me rendre à la conférence américaine en 2011 à Boston. Puis c'est là où j'ai commencé à entendre parler vraiment de l'adaptation au changement climatique. Boston est une ville portuaire. Il n'est pas question de la reculer 10 km dans les terres, donc on s'adapte. Donc on va trouver des manières de s'adapter. Les bâtiments qui sont sur le waterfront, au lieu d'avoir un usage qui pourrait être constamment en rez-de-chaussée, on va le monter d'un étage. On va avoir des usages qui sont plus temporaires ou dépendamment de la saison, là où il y a des risques. On va vraiment réfléchir à comment s'adapter, puis au cas par cas ou à pièce par pièce, en fonction des projets, on va voir à comment minimiser les risques en termes d'infrastructure et en termes de présence humaine pour transformer en parc. C'est ce qui se fait à New York tout le long de cette péninsule-là. Donc après, ça va être en fonction de projets pièce par pièce, comme sur le quai de Shippagan. Si on a un entrepreneur qui vient ou la municipalité qui veut renouveler l'utilisation d'un bâtiment existant à risque, à ce moment-là, on va avoir la réglementation de base qui va interdire
un risque trop élevé et qui va orienter vers un développement beaucoup plus réfléchi et à long terme. Et puis c'est là où on va avoir des discussions avec les élus, avec les financeurs, avec les porteurs de projets pour essayer de trouver un projet qui fait du sens à long terme avec des risques qui seraient minimums. Donc, présentement, on prône un peu une solution lot par lot au lieu d'aller vers des solutions un peu niveau master plan ou de développement urbain macrométrique, de faire une solution qui couvrirait toute la région inondable présentement. Je pense que oui. On pourrait avoir une approche globale qui pourrait donner les standards minimums. Après ça, on aurait plus intérêt à faire du développement à la pièce en fonction des opportunités et des possibilités qui s'offrent à nous sur ce moment-là, vu qu'elles n'arrivent pas tout en même temps. Merci. Alors, merci, c'est une question intéressante. C'est important pour, en tout cas, pour moi, mon rôle d'animateur ici est un petit peu comme un journaliste qui essaye de comprendre. Autant on a des gens qui ont des problématiques, autant on a des gens qui cherchent des solutions, mais c'est comment trouver l'espace où on peut se comprendre et continuer d'aller de l'avant. Je ne sais pas si... Oui, on a une autre question ici, monsieur. Oui, bonjour. François Savoie-Ferrand, géomorphologue côtier. Je me demandais, en termes de réglementation qui a été acceptée à Shippagan, à Sainte-Marie, par Tracadie, je pense, concrètement, on parle de quoi, puis c'est basé sur quelles limites? Bonne question. C'est encore pour moi. On a un modèle qui a été développé en concertation avec des groupes qu'on avait mis à l'époque en place et qui a été validé donc, et adopté par les conseils municipaux. L'idée était d'avoir deux zones principales, une zone de recul où il n'y a aucune construction, aucune nouvelle construction, et les zones d'adaptation où, à partir d'un certain type de construction, on aurait des normes qui s'appliqueraient, comme l'élévation du plancher principal, par exemple. Ces zones-là ont été définies en fonction des scénarios d'inondation et des scénarios d'érosion qui ont été produits par nos partenaires. Et ils ont été choisis par le comité consultatif mis à l'époque qui faisait une recommandation au conseil municipal. Donc l'idée était de choisir un scénario qui était assez d'envergure pour nous protéger pendant longtemps, mais aussi assez réalisable en termes d'application de la réglementation au quotidien. On avait le cas de Shippagan. Si on était allé au maximum des scénarios, on avait plus de la moitié de la municipalité qui aurait dû s'adapter. Le choix du comité à l'époque était de rentrer dans cette direction-là et puis de revoir plus tard, peut-être d'ici 2, 3 ou 5 ans, à modifier le règlement pour englober plus d'adaptations. Une fois que le comité avait arrêté son choix de scénario, à ce moment-là, il faisait une recommandation au conseil municipal qui, lui, avait plus de facilité à adopter une nouvelle réglementation, parce qu'on s'entend que des nouvelles règles, ça ne fait pas forcément plaisir à beaucoup de monde, mais avec un support au niveau communautaire, on avait plus de facilité à adopter ce nouveau règlement-là. Donc le processus était bien monté, bien huilé, et c'est ce qui nous a permis d'avoir ces résultats-là. Oui, monsieur Robichaud. Parlant de résultats, les cartes que vous voyez sur le mur sont des résultats du produit scientifique fait par les gens en sciences, mais aussi les géomaticiens, j'ai oublié de les nommer. Il y avait Inoximar, Maire Shelby, François a travaillé en partie sur la carte qui est sur Sainte-Marie-Saint-Raphaël. C'est indécoupable. Les scénarios sont beaucoup basés sur les projections pour le niveau marin qui nous sont données selon les dernières évaluations. Puis ça peut changer tous les 2-3 ans. Là, on a des nouvelles données qui viennent du GIEC, là, le groupe sur le changement climatique, en tout cas. Je ne suis pas bon avec les acronymes trop. Pour l'érosion, on utilise les taux d'érosion du passé, qui sont des taux d'érosion qui ont existé puis qu'on est sûr de... ce qui manque, c'est... On sait que l'érosion va s'accélérer. Puis
Ça, on n'a pas encore de données, puis là, il y a différentes façons de faire. Alors, moi, c'est un des projets sur lesquels j'aimerais travailler. D'ailleurs, on avait soumis quelque chose là-dessus. Parce qu'il est possible que... Parce qu'à long terme, ce qui est difficile à long terme, c'est vraiment de prévoir qu'est-ce qui va... Plus loin qu'on va dans le temps, plus que c'est difficile d'avoir une bonne prédiction. Puis là, moi, j'ai vu les scénarios de niveau marin être plus élevés, moins élevés, plus élevés. Puis là, il y a faible, moyen, puis ça dépend si on envoie plus de CO2 dans l'air. Puis ça, c'est très difficile de savoir comment... on parlait d'atténuation. Bon, ça, il y a l'aspect mondial, là, qui a beaucoup d'inertie, ça ne bouge jamais assez vite. Au moins, ça bouge par en avant, mais ça ne va pas très vite. Et ça, il faut en tenir compte. Fait que tout ça là, ça vient à la fin avec des cartes comme ça. Puis ces cartes-là vont probablement changer dans 10 ans. Il faudra les refaire parce que on va avoir des nouvelles données, les choses vont changer. Les gens n'aiment pas trop ça, mais c'est parce que la façon que les systèmes naturels fonctionnent, c'est assez complexe. Puis faire un lien entre le climat et le niveau marin, c'est pas facile, là. Moi, j'ai vu des études là-dessus. Là. C'est même pour quelqu'un qui connaît ça, c'est pas toujours évident. Fait que des scénarios qui sont là, puis là, il faut avoir une façon réaliste de pouvoir faire ça, parce que si on prenait les scénarios maximum, aussi bien qu'on déménage tout, là, on va faire comme l'Ukraine, puis s'en aller ailleurs. Là. Puis ça serait la seule solution. Tandis que là, comme ça va lentement, le niveau marin, il ne monte pas instantanément. Mais le problème, c'est les tempêtes. Puis ça ne va pas prendre, comme à mesure que le temps va arriver, les tempêtes vont faire des inondations qui vont aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Puis on dit, comme dans 100 ans, le niveau atteint par les tempêtes extrêmes actuelles qui surgissent à tous les 10-20 ans, là, ça va quasiment être à chaque année. Le niveau d'eau, pas la tempête, là, le niveau d'eau qui va être atteint. Fait que de toute façon, il faudra s'adapter, on n'aura pas le choix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à Cap-Bateau, il y avait une ancienne usine de poissons, là, puis on voit juste les fondations sur la plage. Ils ne sont plus là. Fait que, il y a ça, là. Il y a cet aspect-là aussi. Mais l'idée, c'est de ne pas se rendre à un point où on ne peut plus habiter, que l'économie n'est plus bonne. Puis, en fait, tout le travail que la Commission des services régionaux, tout ça, c'est pour ça. Puis, c'est pour la sécurité des gens. Mais des fois, on a une idée, mais ce n'est pas la bonne, puis on pense qu'on a raison. Puis j'ai vu ça beaucoup se faire. Moi, j'ai vu ça se faire chez nous. Moi, je me rappelle, je commençais juste à travailler sur l'érosion puis ces choses-là, puis il y avait un développeur qui allait travailler sur une dune, tout ça, puis il était avec un ingénieur, puis j'ai dit ce que moi je pensais. Puis il dit, c'est peut-être mieux que vous ne fassiez pas ça, parce que voici ce qui va se passer. Puis ils ne m'ont pas écouté du tout, puis c'est ça qui s'est passé. Il y a une dune qui a disparu juste de même, puis ils étaient sûrs qu'eux autres avaient raison. Ce qui est bien, c'est que maintenant, l'information circule, puis ça donne ça donne justement des idées pour faire quelque chose de réaliste puis qui fonctionne. Mais c'est ça, oui. C'est toujours un défi. Monsieur Haché. Oui, ce que M. Robichaud, là, parle de l'élévation du niveau d'eau. Il a parlé de tempête aussi. C'est l'effet de la tempête. Là, j'aimerais que peut-être que M. Robichaud précise la signification des cartes, si elles tiennent compte de l'effet, justement, seulement d'une augmentation du niveau d'eau ou l'effet du vent de tempête aussi, parce qu'on vient ajouter un niveau de risque. Ouais. Oui, en fait, ça, c'est combien de temps que j'ai? Je peux avoir 3-4 minutes au moins? Oui, OK, faites une tentative. Si tu correct. C'est pas facile, ça. Non. Je vais essayer de l'expliquer simplement. C'est qu'il faut regarder les niveaux d'eau. Il y a le niveau d'eau moyen de la mer, il y a le niveau d'eau des marées hautes extrêmes qu'on connaît, okay? Puis il y a le niveau d'eau des tempêtes qui est au-dessus de ça. Puis là, il y a le niveau marin qui monte. Tous ces niveaux-là vont monter en même temps. Puis l'idée, c'est, oui, ces choses-là sont adaptées par rapport à ces affaires-là, mais ce qu'on a pris, c'est le scénario de hausse du niveau marin qui était le plus réaliste. En plus parce que chaque tempête ne fait pas la même inondation. Il y en a que c'est plus bas, il y en a que c'est plus haut. Je ne sais pas si vous avez... celle de 2010, c'était assez haute, mais celle de 2000 était plus haute que ça. Puis, il y a celle d'Oriane, qui a un niveau assez ordinaire, mais plus que la moyenne, mais quand même, mais qui n'a pas débordé. Puis, si vous regardez à Le Goulet, ça n'a pas débordé vraiment beaucoup.
Tandis que 2010, ça avait débordé, puis en 2000 aussi. Donc, ça monte là à peu près le niveau de ça. Mais des affaires comme il y a l'an 2000, ça, on va en avoir plus souvent, parce que le niveau marin monte, pas parce que les tempêtes sont plus fortes. Il y a une des grosses questions, c'est est-ce qu'on va avoir des tempêtes plus fortes ou pas? Puis ça, c'est une des grosses questions. Parce que là, nous autres, on s'est servi des scénarios extrêmes par rapport à ce qui est connu. Puis la tempête du 21 janvier 2000, c'est le niveau d'eau le plus élevé qui avait été atteint dans les maritimes, je pense. C'est vraiment comme une sorte de record. Là. Puis moi, je l'ai vu de mes yeux par chez nous, là, c'était 40 jusqu'à 70 cm plus haut que le niveau que moi j'avais connu. Puis moi, je connaissais tous les niveaux là, depuis que j'étais tout petit. Là. Fait que c'est des observations que j'avais pu faire sur place. L'eau était rentrée dans la forêt. Moi, je n'avais jamais vu ça. Puis personne n'avait jamais vu ça. Puis là, on a eu un bout de Dorian. Dorian a commencé comme un ouragan de force 5 dans les Caraïbes. Puis ces ouragans-là étaient relativement rares, alors que maintenant, on en a plus souvent. Fait que, mais plus gros qu'ils sont, mais plus qu'ils vont aller loin aussi. Là. Fait que nous autres, on a eu juste un petit bout, puis c'est le sud-est du Nouveau-Brunswick qui l'a attrapé, la Nouvelle-Écosse, puis tout ça. Mais c'est ça. Puis ça, c'est encore une des préoccupations. Fait que les scénarios qu'on a là sont des scénarios qui sont réalistes, mais ce n'est pas les scénarios nécessairement les plus extrêmes. Aux Pays-Bas, il y a une partie du pays qui est sous le niveau de la mer. Eux autres, leur scénario, ce n'est pas basé sur une échelle de 100 ans, mais sur 10 000 ans. Parce que c'est leur pays qui peut être sous l'eau. Il y a un tiers du pays, ou en tout cas quelque chose du genre. Là. Fait que vous voyez, il y a une question de perspective. Moi, comme géographe, je vois qu'est-ce qui se passe du côté extrême, etc. Mais ce qui est bien, c'est que l'approche qui est là, c'est une approche réaliste qui va... Comment dire? Si on va avec des scénarios trop extrêmes, on épeur le monde, puis on n'agit pas. Tandis que là, il y a une action qui est faite, puis même si elle est graduelle, ça fait avancer les choses quand même dans la bonne direction. Puis c'est mieux que rien, parce que moi, j'ai connu le rien là, quand j'étais jeune, là, puis il n'y avait rien qui existait. Moi, j'étais sur le bord de la mer, il n'y avait pas de règlement, il n'y avait aucune chose qui nous protégeait, il n'y avait rien qui se passait. Puis quand il y a eu, Robert parlait de la politique de protection des zones côtières, c'est là où il a commencé à avoir des choses qui se sont réellement faites. Il y a eu des choses qui ont été faites avant. Là. Je ne sais pas si il y en a vous autres qui ont connu l'extraction de sable qui se faisait sur les plages. Là. Moi, j'ai vu des dunes disparaître de mes propres yeux à cause de l'effet de ces affaires-là. Puis ici, dans la péninsule, il y en a eu... Puis ça crée un déficit sédimentaire qui peut être durable, puis qui ne peut pas être nécessairement rattrapé. Puis moi, je l'ai vu se faire. Fait que, vous voyez, il y a aussi ce qui a eu lieu dans le passé, qu'on essaye des fois de mettre sous le tapis, mais qui ont eu des conséquences, tout ça. Fait que le passé est important, l'action qu'on fait dans le présent est vraiment cruciale, puis la connaissance de l'avenir, elle est très importante. C'est ce qu'on s'est servi pour faire ces choses-là. Prédire l'avenir, c'est pas facile. Et avec les nouvelles connaissances, ces choses-là évoluent d'une façon que ça nous fait voir si ça va aller plus vite ou pas. Dans 5 ans, on va avoir des nouveaux scénarios de CO2, puis là, on va voir comment les glaciers du Groenland puis du Ouest Antarctique vont réagir à ça, puis ça, c'est quelque chose qui est très surveillé. Puis les courants marins sont en train de changer un peu, puis ça va avoir une influence sur le niveau marin, puis ça, c'est encore des données il y a encore de l'inconnu, qu'on ne sait pas exactement comment ça va faire, si ça va être positif ou négatif. Alors, c'est compliqué sur le plan scientifique, puis répondre à une question comme ça, pour quelqu'un comme moi, c'est un peu difficile. Mais si j'essaye de répondre d'une façon simple, si on se prépare maintenant, c'est la bonne chose. Puis oui, il y a des gens qui vont être fâchés, mais ça va être pire si on ne fait rien, là. Moi, j'ai vu des choses se faire dans le sud-est, puis niveau marin monte plus vite là-bas. Là. Excusez. Merci beaucoup, M. Plus que 3 minutes. Là, non, mais c'est très bien. Face à la complexité, c'est très important de ne pas arriver non plus avec des solutions simplistes. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Peut-être une question avant de terminer. En fait, il y a 2 questions. Oui. Allô? Oui, allez-y. Je me demandais... Au cours du projet Adaptation PA, il y a sûrement eu de la concertation avec les décideurs puis la population. Puis je me demandais si vous avez vu un changement dans les habitudes de structures de protection qui étaient construites dans la péninsule
autant par les particuliers que par les municipalités ou par le fédéral. C'est-à-dire les conséquences, finalement. Pas les conséquences, mais un changement d'attitude. Parce qu'il y a des structures qui sont rigides, comme des minerais ou des enrochements, mais il y a des façons de protéger la plage qui est plus douce, puis moins impactable, comme du rechargement de plage, comme de la végétalisation. Je me demande s'il y a un changement de mentalité ou d'habitude de protection des côtes. Là. Oui. Oui et non. Le mur de roche a encore beaucoup de succès. On paye pour du concret, là. Ça ne bouge pas pendant pas mal d'années. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas pour toujours. Ça a des impacts énormes sur le reste de la dynamique littorale. Ça fait 2 ans qu'on fait des projets avec la Commission de services régionaux pour avoir une approche végétalisée à la renaturation des berges. On a un site à Pocmouche, on a un site à Caraquette, puis on a 2 autres sites dans le sud-est parce que c'est un partenariat avec d'autres bassins versants du sud-est. Donc on essaye de développer une autre approche, une autre façon de penser. On essaye de produire des sites pour être des démonstrations. On essaye d'avoir des résultats par rapport à ces sites-là. C'est juste la 2e année, donc on essaye de produire plus d'informations pour offrir aux propriétaires une alternative aux enrochements. C'est sûr qu'on a souvent face à nous des propriétaires qui ne savent pas quoi faire, tout simplement, face à l'érosion. Ils ont un terrain qu'ils ont payé, sur lequel ils ont investi pour se construire soit un commerce, soit une maison. Ils ne veulent pas voir ça disparaître comme ça du jour au lendemain sans rien faire, mais il faut des options. Donc on travaille là-dessus, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, avec le Fonds de fiducie en environnement, pour développer des alternatives plus écologiques, plus naturelles, qui nous permettraient de garder aussi nos environnements et nos panoramas assez particuliers dans la péninsule. Merci, M. Kosila. Une dernière question, M. Doumbia. Merci beaucoup. J'ai pu prendre la conférence via Zoom tantôt, le temps de me rendre ici. La question est, on sait qu'on parle beaucoup de changement climatique, c'est un sujet de l'heure. Le financement n'est pas forcément présent de la part des différents gouvernements. Si oui, les enjeux sont tellement énormes que le financement ne pourra peut-être pas suffire. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on fait assez comme communauté ou comme municipalité pour se préparer à justement faire face aux changements climatiques qui sont à venir? Okay. Donc, comment on fait face à l'inévitable, finalement, selon les données? Est-ce qu'il y a un de nos panélistes qui voudrait aborder, faire une tentative de réponse? En fait, la question, c'est si les municipalités en font assez ou pas, c'est ça, là, c'est un peu ça. Je ne saurais pas. Je sais que ça va dans la bonne direction, mais c'est dans le sens qu'il y a des choses qui sont faites par rapport à avant, il n'y avait rien. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être que je pourrais répondre si vous m'entendez. Oui, M. Capozzi. Bon, merci. Alors, au niveau provincial, on a vraiment une bonne connaissance de la valeur de s'adapter, la valeur non seulement de protéger les infrastructures, des communautés, des propriétés, des terres, mais on sait qu'il y a eu plusieurs études qui ont confirmé si on fait l'adaptation à partir d'aujourd'hui, il y a un rendement financier qui va être retourné à la municipalité. Alors, dans le moment, il y a plusieurs études qui ont estimé la valeur de faire de l'adaptation. À chaque dollar qu'on investit sur un item d'adaptation, on gagne 4 à 6 dollars de dégâts potentiels qu'on ne doit pas repayer, si vous voulez, ou reconstruire ou faire l'entretien sur un morceau d'infrastructure
qui a été affecté par une tempête ou un événement extrême relié au changement climatique. Alors, c'est sûr que c'est un grand défi. Il y a du financement. Il y a du financement pour les municipalités. Il y a du financement pour des organismes à but non lucratif qui peuvent aider ces municipalités-là et peuvent aider une région comme la péninsule acadienne. Et c'est sûr que nous, on fait tout ce qu'on peut au secrétariat du changement climatique pour essentiellement faire la promotion des infrastructures naturelles qui sont vraiment critiques à protéger des communautés côtières. Vous allez voir dans notre nouveau plan d'action pour les changements climatiques de la province, il y a une grosse partie qui parle aux efforts de protéger nos biens naturels et d'utiliser des approches naturelles à se protéger. Alors, je pense que c'est vraiment une évolution de où ce qu'on était longtemps passé. Je suis d'accord avec Benjamin. Les gens font la décision vite, assez vite pour aller enrocher leur trait de côte, mais c'est sûr qu'il y a des écosystèmes naturels comme des dunes, comme des plages, des terres humides, côtières, qui offrent beaucoup de protection et c'est valoriser ces composants de la côte et de s'assurer qu'on fait la promotion et l'application de ces solutions d'adaptation continuelle. Alors, on va, comme gouvernement, on va continuer à appuyer ces efforts-là, non seulement avec du financement, mais aussi avec de l'expertise en provenant du secrétariat des changements climatiques. Merci beaucoup, M. Capozzi. J'espère que cette conversation-là nous aide à saisir un peu mieux la problématique des changements climatiques. On n'a pas le choix de faire de l'adaptation et puis de trouver des solutions réalistes à court et moyen terme. Maintenant, on prévoit faire une petite pause de quelques minutes et ensuite, Manuel Assès et Frédéric Haché vont vous présenter brièvement les efforts qui ont été accomplis dans les dernières années du côté d'adaptation PA. Alors, on prend une dizaine de minutes et on revient ici très brièvement. Merci beaucoup tout le monde.